Bienvenue à notre prochain. Je ne m'en souviens pas. Le NSU, le complexe NSU, qui a eu beaucoup de choses à propos des morts de l'underground national-socialiste. Et donc, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas entendre les réponses. Et c'est de ce dont on va parler. Il y a Kalo Kera qui est active chez NSU Watch. Et donc, applaudissements pour Caro. Amusez-vous bien. Donc, merci. Bonjour, je suis Caro Keller de NSU Watch. NSU Watch, c'est un collectif d'action antifasciste qui existe depuis 2012. Et donc, c'est après que tout le monde ait appris l'existence du NSU. Donc, on va montrer ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas encore. 2011, il y a eu une révélation que le NSU existait et les antifascistes se sont associés pour regarder dans leurs archives et ont recherché tout ce qu'ils pouvaient trouver à propos de ces néo-nazis, donc de ce réseau terroriste néo-nazi. Et donc ce collectif s'est concrétisé lorsqu'il est apparu qu'il y aurait plusieurs procès. Donc il n'y a pas d'archive officielle de ces procès, qui en 2012 n'était pas encore là. Et donc nous savons, et donc tous les jours, nous sommes allés à Munich pour écrire le protocole. Donc ça, c'est le but du réseau antifasciste. Et entre-temps, nous sommes de l'autre côté du procès, c'est-à-dire que le procès à Munich, il a été fini en juillet. Et donc, on va regarder en vitesse ce qui s'est passé en 2011. Donc, en 2011, on a appris qu'une série de meurtres qui étaient jusqu'à présent connus sous un autre nom avait été le fait de néo-nazis. Donc, les morts de 9 personnes avec donc 9 migrants et une policière ainsi que des banques, des hold-up. Donc, on n'avait pas trouvé les motifs. On cherchait. On a cherché contre les survivants, contre les familles, mais on n'avait pas trouvé grand-chose. Donc ça a été en procès à Munich. Et en 2011, on a appris l'existence du NSU. Nous parlons pas seulement du NSU, mais aussi du complexe NSU. Et j'aimerais vous montrer que ce n'est pas seulement cette série de meurtres qui a été faite par les néo-nazis, mais aussi que la société a sa part pour que cette série de meurtres fonctionne et que la NSU puisse rester cachée jusqu'à 2011. Donc le 11 juillet 2018, après 5 ans, le premier procès est arrivé à sa fin et donc il devait voir ce qu'on a vu jusqu'à présent, donc les 10 meurtres et les attentats à la bombe et les hold-up. Mais il est apparu très vite que le complexe NSU est vraiment plus que la NSU en elle-même. Donc, et on a essayé de le montrer avec certaines personnes et donc les survivants et leurs avocats se sont associés au procès, sont portés partie civile. Ils ont posé des questions, ils pouvaient
fournir des preuves et ils ont essayé de montrer qu'il s'agissait de plus que la NSU, qu'il y avait aussi le racisme ordinaire, qu'il y avait les enquêtes contre les familles et qu'il y a aussi des réseaux néo-nazis qui ont soutenu justement ces meurtriers. Et ça a été très difficile au cœur d'amener ça dans le procès, puisque les documents des années 2011 et 2013 concernaient juste le trio du NSU et ne parlaient pas de plus et que l'État n'a strictement n'a rien d'autre. Et ce narratif tel qu'il était documenté, devait être continué. Et c'est arrivé de différents côtés, mais aussi de la part des recherches parlementaires, dans lesquelles la partie de l'État continue à être travaillée, où il est très clair, donc dans les différentes recherches parlementaires, que non, c'est un trio, il s'agit bien d'un réseau. Et nous voyons ici le jour de la fin du procès, des photos des survivants qui sont descendus dans la rue le jour de la fin du procès, aussi parce que tout ce qu'on sait sur le complexe NSU a été simplement ignoré. On savait beaucoup plus, on pouvait montrer beaucoup de choses. Les survivants et les membres des familles ont trouvé la force d'expliquer ça pendant le procès, devant la cour, mais à la fin, tout ça n'a pas été du tout considéré pour la fin du procès, pour le jugement. Donc ça a eu lieu selon les résultats du procès, mais tout le reste, il n'y a rien qui n'a transpiré pendant le procès. Et donc, ça n'est pas du tout... il y a une grosse partie qui a simplement été ignorée, et du coup, ça a été un triomphe pour les néo-nazis qui ont été accusés, puisque tous ceux qui sont encore actifs dans la scène néo-nazie, donc... ils pouvaient simplement... ils ont été relâchés. Donc, Ralph Olimken a été relâché après une semaine. Donc, les néo-nazis étaient vachement heureux. Ils ont jubilé pendant l'annonce des résultats. Et donc, ça veut signifier aussi que le tribunal de Munich n'a pas trouvé qu'il était valable d'essayer de mettre des limites au terrorisme de droite. Ça aurait été une possibilité de dire que non, ces meurtres, ça doit être puni, et non, ça ne s'est pas passé. Et le pire, c'est que le juge n'a rien dit aux survivants, ce qui pourtant en général se passe pendant les procès. On peut tout dire pendant l'annonce des résultats, et généralement on explique un petit peu ce que ça signifie, et ça ne s'est pas passé pendant ce procès. Et donc il y a beaucoup de survivants et de membres des familles qui ont trouvé la force le soir d'aller dans la rue et de faire une manifestation antifasciste. Selon le leitmotiv, on ne va pas tirer un trait sous le procès du NSU complexe NSU. Donc ils veulent vraiment que ça se passe. Donc, à partir de ce procès, on prend beaucoup plus que ce qui a été dans les résultats du procès lui-même. Le titre, je ne me souviens pas, ça a été
Ce sont des gens qui... Il y en a beaucoup de gens qui l'ont dit, ça, que je ne m'en souviens pas, des travailleurs des services secrets, des gens du NSU. Et ils ne se souviennent pas du tout de choses qui se sont passées il y a il y a un an, ou jusqu'à il y a 15 ans. Il y a beaucoup de trous de mémoire. Donc, de personnes qui sont vraiment indépendantes. Mais en tant qu'observatrice des différents groupes de recherche parlementaires, bien sûr, on a bien attention, on s'en souvient de ce qui a été dit par qui, de ce qui a été dit par les services secrets, par la protection et ce qu'on a appris à propos de la société civile. Et donc ça, c'est le cœur de cette conférence. Et donc, c'est une analyse du NSU complexe dont nous nous souvenons, que nous avons emmené avec nous, que ça ne se repasse pas. C'est bien sûr un but de notre travail que de tels meurtres ne puissent jamais se passer de nouveau, plus jamais, et ne plus rester cachés, et qu'on ne cache pas qu'il s'agit de terrorisme de droite. Voilà la question. Que savons-nous sur le complexe NSU? On parle du complexe NSU, pas seulement lorsqu'on parle de la NSU, mais pour vous donner une explication un petit peu rapide, c'est tout un réseau de néo-nazis qui suivent et propagent une idéologie basée sur le racisme. J'ai rapporté ce graphique qui vous montre bien jusqu'où ça va. Le graphique n'est pas particulièrement joli, mais on peut voir que le terrorisme de droite, d'extrême droite et le complexe NSU est un rapport de société. Il y a plusieurs couches de la société qui jouent dans ce réseau. Si ces meurtres n'avaient jamais eu lieu, on aurait... Ou peut-être que si la société avait fonctionné différemment, on aurait pu empêcher ces meurtres. Au milieu, vous avez le NSU, et puis après, vous avez l'enquête policière et les médias. Et le cercle le plus extérieur montre la société, qui ne se pose pas de questions. Il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes. Et ces dernières années, nous avons essayé de répondre à ces questions. Il y a tout d'abord les néo-nazis et tout leur réseau qui ont réfléchi à ces attentats et ces meurtres et qui les ont commis. Ce que nous avons appris ces dernières années, et ce qui était bien clair, était que le fonctionnement de ce réseau. Il y a des concepts du terrorisme d'extrême droite qui sont apparus au plus tard après 1945, qui ont été développés et qui sont arrivés dans la scène néo-nazie. Ils ont été portés par les membres de cette scène néo-nazie et en même temps, le terrorisme d'extrême droite était quelque chose qui n'a pas seulement commencé avec le NSU, mais déjà après 1945, des meurtres, des attentats commis par des personnes d'extrême droite ont été un petit peu tus. C'est quelque chose qui existe depuis bien avant le NSU. Le trio au centre du NSU, dans les années 90, ont connu une phase de socialisation. Ils ont construit un cercle d'amis autour d'eux. Parmi eux, il y a des personnes qui les ont soutenus, qui les ont hébergés lorsqu'ils sont entrés lorsqu'ils ont
Quand ils ont commencé à se cacher, ils ont été cachés à Chemnitz, à Zwickau notamment, et ils les ont aidés donc à se cacher, ils les ont financés, etc. Ces gens ont été par ailleurs nommés lors des procès. On a pu ensuite apprendre le noyau de leurs idées racistes et on a pu obtenir des précisions sur leur idéologie raciste. On a notamment appris comment ils se sont rencontrés, comment ils ont socialisé, et ce qu'ils pensaient au jour le jour. C'est quelque chose que nous savons avec plus ou moins de détails. Mais voilà ce qui s'est passé durant les années 90, c'est assez documenté. Et c'est ce que les antifascistes ont découvert. Ils ont ensuite commencé à commettre des meurtres et des attentats. Autour de ces meurtres et ces attentats, il y a eu des enquêtes policières. Lors de ces enquêtes policières, on a pu essayer de voir des motifs, des motifs racistes derrière ces meurtres et attentats. Et bien entendu, on a spéculé sur l'existence ou pas du terrorisme d'extrême droite. Et si celui-ci existe, eh bien, ce sont ces 3 personnes qui ont été au procès qui sont au cœur de ce terrorisme d'extrême droite. Mais la police n'a pas fait cela pendant son enquête sur la série de meurtres. Après 1998, quand le trio est venu à Chemnitz de Jena, les policiers n'ont pas suivi cette piste. Et justement, sur les moments importants, notamment lorsqu'ils sont entrés en couverture à partir de 1998, on a su, les policiers savaient que ce trio avait déménagé à Chemnitz, mais les a laissés partir. Et c'est là que les enquêtes de la police sur les attentats et les meurtres en série ont commencé à se ressembler. Il y avait différentes thèses et on a évidemment recherché les coupables. Les policiers et les policières ont remarqué que seules des personnes d'origine étrangère ont été visées. Et cette hypothèse de motif raciste a débouché sur les hypothèses suivantes. Soit c'était la mafia, ou alors des crimes d'honneur venant de la famille. Et donc, les raisons racistes qui étaient que la police, sur lesquelles la police spéculait n'étaient pas réellement les bonnes raisons racistes. On parle de racisme institutionnel lorsque le racisme vient de l'institution, mais on parle aussi de racisme individuel quand celui-ci vient des personnes. Lorsque les policiers, par exemple, se sont comportés de façon raciste ou ont dit des paroles racistes. Par exemple, on va regarder les dossiers des recherches parlementaires où, lorsque des survivants ont dit « Nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de droite », les policiers ont simplement dit que non. Et donc, ils ont cherché
quelque chose, ils ont cherché des références mafieuses et que non, c'était pas du tout de droite. Comme par exemple à Cologne et à Dortmund, où une témoin a dit on a vu les meurtriers et c'était soit des nazis, soit des junkies, et à la fin dans le rapport, il y avait juste marqué junkie. Et donc c'était massivement contre les familles. C'est-à-dire que, par exemple, les femmes des victimes on leur a montré des photos. On leur a montré des photos de femmes en leur expliquant que ton mari a fondé une deuxième famille. C'était que des mensonges pour essayer de les faire sortir de leur réserve. Et donc on voit ça dans cette citation. C'est une analyse de la police. Dedans, on explique que chez nous, le mort, c'est quelque chose de très tabou, et donc on peut dire que le meurtrier est tout à fait en dehors des normes sociales d'ici. Donc c'est une analyse de 2006. C'est un dossier de la police. Et donc c'est la façon dont les enquêtes ont été menées. Et donc la police n'a pas du tout eu de problème. À Hambourg, par exemple, ils ont essayé de prendre un médium d'Iran pour prendre contact avec la victime. À Nuremberg, à Nuremberg, la police a géré un stand de kebab pour voir s'il y avait des problèmes d'assurance, que la mafia vienne les voir. Donc on a regardé, mais visiblement il n'y avait aucune preuve. Et même pour les thèses racistes qui ont été utilisées par la police, il n'y avait strictement aucun indice. Et donc c'est pour ça, ou aucune preuve. Et donc c'est pour ça que, par exemple, dans le mort de Ingvar Shimshek, il y a quelqu'un qui a dit, un informateur qui était en prison, qui disait que ce gars-là est toujours, donc la victime est toujours allée en Hollande pour acheter des drogues. Et donc ça, c'était simplement, l'informateur a tout créé simplement pour avoir une remise de peine. Et bien sûr, et donc du coup, ça a été utilisé par la police pour complètement ignorer tout ce qui était police. Et jusqu'à 2011, en fait, c'était toujours toutes les enquêtes étaient dans la même direction. Et tout ce qui pouvait indiquer un petit fond néo-nazi, en fait, tout ça a été ignoré. Et donc tout le monde était d'accord pour utiliser ce genre d'enquête, de méthode d'enquête. Donc ils ont aussi porté la NSU. La police a aussi porté la NSU avec, puisque en utilisant les méthodes correctes, ils auraient réussi à les arrêter plus tôt. Et nous parlons de racisme, puisqu'on peut voir qu'il y a trois fois un nouveau départ en 2011, où ils auraient pu commencer à aller dans une autre direction. Donc, il y a eu un attentat, 2 attentats à Cologne, et que depuis 2011, on sait que ça appartient ensemble, mais avant 2011, c'était pas clair. Et donc, on aurait pu faire des enquêtes séparées, mais non, les 3 ont fait exactement la même chose. Et pareil, toujours ils ont essayé d'envoyer des gens sous couvert, sous légende, auprès des familles. Enfin, voilà. Donc, le prochain cercle, c'est les médias et les rapports des médias qui vont dans la même direction.
Les médias n'ont fait que relater ce que leur disaient les policiers et ensuite ajouter leur petite histoire raciste. En 2011, un article du Spiegel qui titrait Drôle de monde parallèle, 6 mois avant que le NSU soit connu. Dans l'article, on réfléchit au fait que ce soit un psychopathe seul qui tue des personnes turques parce qu'il les déteste, mais au final ce n'était pas plausible. Et puis 2-3 pages suivent où l'on conclut que ce fantasme de monde raciste, comme ils disent un monde parallèle, ne peut pas exister. La police pensait, d'après cet article, que c'était plutôt la mafia qui faisait ces meurtres. Et il est impossible de savoir d'où viennent ces supputations. Personne n'a jamais essayé de chercher d'où venaient ces différentes hypothèses. À cela s'ajoute le fait que dans le paysage médiatique, l'expression meurtre d'honneur a commencé. Personne n'a jamais émis l'hypothèse que c'était une série de meurtres qui émanaient d'une scène d'extrême droite. Parallèlement à cela, les médias, dans différents journaux comme le Spiegel, il y avait des articles sur le terrorisme et ces articles fonctionnaient de la même manière. La police faisait un certain nombre de déclarations sur le terrorisme d'extrême droite et le Spiegel répétait simplement ce que la police lui disait. Et même dans ce récit narratif, on voit bien que la série de meurtres et le terrorisme d'extrême droite n'étaient jamais reliés. On peut se demander ce qui se serait passé si les rapports des médias avaient été différents. Cela vaut également pour la société. La société, c'est un concept assez abstrait, mais je peux dire avec certitude que cela vaut pour nous aussi. La société, les gauches, la gauche, les antifascistes ne supportent pas cela. Peut-être qu'ils se rendent compte qu'il y a une série de meurtres racistes, mais ne s'imaginent pas jusqu'où ça va. Les familles de victimes ont été de plus en plus vocales, mais cela n'a pas vraiment pris dans la société. Les familles de victimes posaient la question « Et qu'en est-il des néo-nazis ?» Lorsque, en 2006, les familles ont organisé des manifestations à Kassel et à Dortmund, vous voyez là sur cette banderole, il est indiqué « Nous ne voulons pas de 10e victime ». Plusieurs milliers de personnes ont marché lors de cette manifestation. Et que s'est-il passé en 2006 ? La Coupe du Monde de football. Et elle s'est déroulée en Allemagne. Et donc nous nous rappelons de la phrase qui revenait sans cesse dans les médias, « Le monde rend visite à ses amis ». Et les manifestations ont eu lieu en même temps qu'un match de football. Et il a donc fallu faire en sorte que
chemin emprunté par la manifestation soit détourné et la manifestation n'a pas du tout été relatée dans les médias. Je pense que cela aurait pu faire une différence si la société, les antifascistes et les médias, ou qui que ce soit, avaient été plus conscients qu'il y avait une possibilité de terrorisme d'extrême droite. Mais ça n'est jamais arrivé. Et donc, cette année 2006 est, en rétrospective, une année charnière. C'est réellement là que le nationalisme allemand a repris. Les drapeaux allemands pouvaient de nouveau être agités. Et c'est cette année-là que les familles de victimes ont fait leur manifestation et ont eu un petit arrière-goût amer. Et c'est là aussi que la police a changé d'état d'esprit. C'est là aussi que la police s'est demandé si ces meurtres, ces attentats n'avaient pas une origine dans l'extrême droite terroriste. Pourtant, ils n'ont pas décidé de communiquer publiquement, probablement à cause de la Coupe du Monde de football. Et on peut également se poser la question, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas simplement arrêté les coupables? Toujours est-il qu'on ne voulait pas salir la belle image de la Coupe du Monde de football en Allemagne. Et donc, on a tué cette hypothèse. Il y a aussi le rôle de l'Office de la protection de la Constitution. L'Office de protection de la Constitution a envoyé de nombreuses personnes infiltrées dans la scène néo-nazie. Elle avait des informateurs qui, contre de l'argent, donnaient des informations à l'Office de la protection de la Constitution. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir un maximum d'informations, notamment leur cache à Chemnitz et les armes qu'ils ont utilisées pour les braquages de banques. Ce sont des informations qu'ils ont reçues entre 1998 et 2000. C'est ce qui est écrit dans les rapports de la police. Mais ces personnes n'ont jamais été arrêtées. Ce que nous ne savons pas, c'est est-ce que le renseignement allemand savait les raisons de ces meurtres ou pas. Ce que nous savons, c'est qu'à partir de 2011, les renseignements allemands ont massivement empêché de divulguer des informations sur leur enquête. Des dossiers ont été détruits et ils ne répondaient pas aux questions. C'est en novembre 2011 qu'a lieu la première grande action de destruction des dossiers sur la scène néo-nazie. Des dossiers ont été donc détruits, on a caché d'autres informations, notamment dans l'Office de protection de la Constitution de Hesse. Les employés de l'Office de protection de la Constitution ont déclaré de nombreuses fois qu'ils ne se rappelaient de rien, alors qu'on parlait là d'événements qui se sont passés quelques mois avant. Et si... en fait, ils ne voulaient simplement pas parler. Pourquoi ont-ils agi de la sorte? Ou pourquoi n'ont-ils pas agi de la sorte? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné d'informations, etc.
Mais ce n'est pas le point central. En réfléchissant sur le réseau NSU, l'Office de protection de la Constitution a agi de manière opaque. Et il est facile de voir que c'est quand même quelque chose qui implique l'ensemble de la société. On peut donc se poser la question, est-ce qu'on aurait pu faire une différence si on avait agi différemment? Est-ce que ces meurtres auraient pu ne pas avoir lieu, par exemple? Si la police avait enquêté sur notre trio, peut-être que la protection de la Constitution n'aurait pas infiltré la scène néo-nazie. Non. Et tout cela vaut pour les autres niveaux également. Il est aussi probable que le NSU ait su comment est-ce qu'on enquêtait sur eux. Il lisait les journaux et voyait bien comment les médias parlaient des meurtres. La NSU a créé une archive avec des articles de journaux sur leur série de meurtres. Et donc on sait qu'ils connaissaient tout à fait la manière dont les médias parlaient d'eux. Donc ils ont encore en plus été motivés par cette réaction du public. Et donc en plus la police a effectué des recherches contre la famille. Et c'est là toute la perfidie de la vidéo de la NSU de 2011 qui confirme d'avoir été responsable des meurtres. Donc on voit très bien que le NSU, par cette réaction du public, des médias et de la police, a été renforcé et encouragé dans ses actions. À Chemnitz, à Zwickau, ils avaient des bonnes relations avec leurs voisins à Zwickau, qui n'étaient pas des extrêmes droites, mais devant le tribunal, les voisins se sont exprimés qu'il était normal dans ce contexte de dire des phrases racistes, de montrer des images de nazis. Et donc on voit que le NSU, dans ce contexte, n'a pas dû beaucoup garder de masque, mais pouvait simplement se comporter comme normalement. Et donc, c'est un peu dû à la socialisation dans les années 90 dans l'Allemagne de l'Est, où il y avait déjà un renforcement de l'extrême droite par les meurtres à Solingen et Mölln. Et donc, il y avait là bien un fond d'extrême droite dans la société. En même temps, par le fait qu'un réseau d'extrême droite ne suffit pas pour ces meurtres, mais qu'il faut bien toute l'interaction avec le public, nous pouvons en tirer des leçons pour savoir ce qu'il faudra changer. En même temps, on voit que beaucoup d'institutions
qui avaient été incluses ne veulent pas changer cette situation. Oui, donc le Verfassungsschutz n'est toujours pas pas capable de stopper des néo-nazis et que les médias ne réagissent pas d'une manière Et cela ne vaut pas seulement pour le NSU, mais pour l'ensemble du terrorisme d'extrême droite. Ensuite, je vais parler des perspectives. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre du réseau NSU? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre des erreurs qu'on a pu commettre? Il existe déjà d'une part des initiatives qui essayent de comprendre le complexe NSU et de faire une action, un devoir de mémoire sur le fascisme. Il y a par exemple des mémoriaux. Cela vise à ne pas oublier les victimes du terrorisme d'extrême droite, de ne pas oublier que des gens seront touchés pendant toute leur vie par les actes de terroristes d'extrême droite. Ils essayent donc de faire en sorte que des lieux de mémoire soient érigés pour se souvenir des victimes. Bien entendu, cela dépend aussi de ce que les familles désirent. Mais il y a une chose qui est très importante. Ce que nous voyons là, au-dessus, est une manifestation l'année dernière à Kassel. On voit ce qui est marqué sur la banderole noire, pas de nouvelles victimes. Et donc, il s'agit de reconnaître que notre société connaît à l'heure actuelle un glissement vers la droite et cela peut engendrer le fait que les néo-nazis se sentent confortés dans leur position idéologique et il faut empêcher qu'ils puissent se sentir libres d'appliquer leur idéologie avec la violence. En bas, nous voyons un mémorial à M. Togut qui a été assassiné à Rostock. C'est un mémorial que la ville de Rostock a en partie financé suite au désir de la famille. À gauche, il y a un mémorial à Ismaël Yachar. Ce n'est pas un mémorial officiel. C'est un groupe antifasciste qui a décidé d'installer ce mémorial dans la ville de Nuremberg. Ils font en sorte que ce mémorial ne soit pas endommagé, volé ou saccagé. Là aussi, c'est une demande de la famille de la victime. Les familles ont souvent des volontés de savoir ce qui s'est vraiment passé, mais ils ont aussi une volonté de mémoire. Ils veulent qu'on se rappelle que leur proche a été assassiné pour des motifs racistes. Et on veut qu'aucune personne ne soit plus jamais assassinée pour des motifs racistes. Ils veulent donner le nom de la victime à une rue. Malheureusement, la ville de Kassel est contre. Et donc, la ville de Kassel dit que c'est bon, on a fait suffisamment. Et dit aussi qu'on se retire des cérémonies mémorielles. Et on ne va pas donner un prix de recherche sur le NSU.
et que ça revient donc aux activistes de s'en occuper. Et donc, et à Kassel, ça se passe. Donc, à la Documenta, sur la carte officielle de la Documenta, la ville, la rue de Hollande a été renommée en rue Halid. C'est quelque chose qui se passe dans les prochaines années et qui va continuer dans les prochaines années. Et on va voir jusqu'où on peut aller en tant que société pour poursuivre ce que veulent les familles. Donc, et c'est aussi, nous, ce qu'on veut, c'est plus d'explications. Ces questions ouvertes sur les réseaux néo-nazis, sur la façon dont les différentes administrations ont agi, se sont couvertes. Quand est-ce qu'on va avoir des réponses à ces questions? Enfin. Donc il y a des initiatives comme par exemple qui veulent plus d'explications, comme par exemple à Hambourg. Donc l'initiative pour la clarification de la mort de Suleiman Taskepru. Donc à Hambourg, ils veulent avoir une recherche parlementaire. C'est le seul land d'Allemagne où il n'y a pas eu de recherche parlementaire à propos de ces meurtres. Donc, bien sûr, ça n'est pas forcément la panacée, mais néanmoins, c'est un moyen qu'on doit utiliser pour que les villes et les États, et par exemple Hambourg, prennent une certaine responsabilité pour la façon dont ils ont géré la chose. C'est une politique symbolique. On peut nommer Donc il y a eu certains endroits où il y a eu une rue qui a été renommée, mais donc en Bavière, on entend toujours dire que c'est important, mais tant qu'on n'a pas plus d'informations, nous ne pouvons pas faire plus. Et nous ne pouvons pas avoir de recherche parlementaire. Et donc ce sont des initiatives civiles, de la société civile, d'essayer de vouloir avoir cette clarification et de pousser pour ces clarifications. Et nous voyons ça comme c'est ce que nous devons faire. Donc NSU Watch et d'autres, donc de faire tout ce qu'on peut pour faire avancer ces clarifications. Donc depuis que les antifascistes ont appris l'existence de la NSU et ont commencé à regarder dans leurs propres archives, à rechercher, et depuis ça ne s'est pas arrêté. Et nous voyons ça comme notre rôle comme NSU Watch. Nous ne sommes pas seulement observateurs, nous sommes aussi acteurs dans la recherche sur le complexe NSU. Et par exemple, quelles questions ouvertes est-ce que nous, on peut répondre en tant qu'acteur social et nous pouvons plus répondre aux questions sur les réseaux néo-nazis que sur les pourquoi, sur la façon dont l'Office de la protection de la Constitution a agi, mais je pense que nous aurons quand même nous approcher des réponses. Et la fin de ce procès, les demandes d'explication ne sont pas affaiblies. Et certaines questions ont été répondues, mais beaucoup n'ont pas été répondues. Et donc, s'il y a des initiatives, donc ça pourrait être une initiative, une possibilité d'apprendre sur notre société. Donc, non seulement nous en occuper, mais aussi de voir s'il n'y a pas d'autres meurtres d'extrême droite. Donc, par exemple, comme à Berlin, donc comme la mort de Barak Berkash, qui a été 2012, dans la rue, qui s'est fait tuer, qui était avec ses amis, dans un groupe qui était à Neukölln, et donc un homme blanc est venu, lui a tiré dessus et est reparti.
Et donc l'un d'eux n'a pas survécu. Et donc lui n'a pas survécu. À Neukölln, il y a toujours des néo-nazis qui se déplacent. Et donc on peut penser qu'il s'agit potentiellement d'un meurtre néo-nazi. Ça n'est toujours pas éclairci. Mais cette initiative combat avec la famille pour avoir une clarification. C'est pour ça qu'ils ont fait ce mémorial pour lui, ensemble avec les survivants et ceux qui ont été touchés, pour que la famille ne soit pas laissée seule. Ça, on aurait pu essayer de faire ça avant 2011, avec les photos des manifestations. Il est possible que ça ait fait une grosse différence. Il y a sinon des initiatives à propos de la terreur de droite depuis 1945. Pour les gens qui ont regardé l'après 2011, quelle continuité il y a eu? Donc à Hambourg, nous voyons par exemple un mémorial. Donc ça a été un mémorial à Duan Lan qui a été fondé à Hambourg parce qu'ils ont été tous les deux. Il y a eu un incendie qui a été fait par une action allemande. Et donc ça a été un incendie pyromane. Ça a été complètement oublié. Et cette initiative a été recréée après qu'ils ont appris de cet attentat incendiaire. Et ils combattent maintenant à Hambourg pour un mémorial. Et tous les ans font un mémorial annuel. Une cérémonie annuelle. Nous pensons au moins la gauche devrait repenser et devrait avoir une mémoire collective sur les attentats de droite qui ont été oubliés mais qui remontent à la surface. La terreur de droite, c'est pas juste 2-3 cas isolés, c'est quelque chose qui a une continuité et où les coupables s'orientent toujours sur les mêmes concepts. Donc sur la même idéologie raciste. Enfin, nous avons une image de Hambourg. Donc c'est une image symbole de la Bahnhofviertel, donc de la gare. En décembre de l'an dernier, il y a eu un attentat à la bombe. Et très très vite, on a dit que ça pourrait être un attentat de droite puisque ça va vers Vettel et Wilhelmsburg à Hambourg, qui sont avec beaucoup d'immigrés et beaucoup de gens de gauche. Et donc beaucoup de gens ont dit qu'il pouvait s'agir d'un attentat de droite. Et on pouvait le dire aussi, puisque la terreur de droite fonctionne, puisqu'il n'y a pas de revendication des attentats. Donc, quand il y a Donc, la police semble penser que quand il y a un attentat de droite, il y a des croix gammées. Mais non, généralement, on reconnaît ça au manque de revendication. Et donc, qui étaient les victimes? Qui était censé être les victimes? Et là, on voit un recoupement avec une idéologie de droite, avec des étrangers, et donc on peut voir des recoupements avec l'idéologie de droite, et donc ici, on a vu aussi une bombe qui ressemblait au groupe Freital, qui utilisait le même genre de bombe. Et la façon dont c'était construite, ça ressemblait aussi à l'attentat de Köln de la Kolbstrasse, ainsi que, bien sûr, le choix des victimes potentielles. C'est pour ça que beaucoup de gens ont pensé qu'il pourrait s'agir d'un attentat de droite. Le coupable a été récupéré, c'était Stefan Kronbürger de Hambourg. C'est un néo-nazi bien connu qui a été aussi connu des années 90. Donc, qui réagit comment? La police a commencé par dire non, il n'y a plus de néo-nazi, ce n'est plus un néo-nazi. Il est juste dans la
dans la scène des buveurs. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut être soit buveur, soit néo-nazi? C'est la façon dont la police a géré ça. Et la presse a ouvert en expliquant, en oubliant de préciser l'ancienne appartenance de ce coupable. Et donc, on a regardé le procès, et le procès, c'était 10 ans pour le coupable à cause d'une tentative de meurtre, et que c'était probablement raciste. Donc ça veut dire ici, on pense pas que c'était apolitique, mais qu'il s'agit bien de terrorisme. Et on voit qu'on a appris du complexe NSU, et on remarque ça aussi dans les médias sociaux, que ce que disent la police, que ce n'est pas de droite, que la société donne le contre à la police. Bien sûr, on ne peut pas ne pas faire de parallèle avec le glissement vers la droite du reste de la société. Il faut bien entendu repousser et contrer ce glissement vers la droite. Et il faut essayer de le contrer de manière bien ferme. Mais il est difficile de vraiment apprendre de l'histoire et il est difficile de se poser clairement contre le terrorisme d'extrême droite. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de réponse à cela. Mais quel que soit avec ou sans le réseau NSU, c'est le temps qui... Et bien sûr, il ne faut pas tirer un trait sous le complexe NSU. C'est une perspective. Les questions ne sont pas encore répondues. Les revendications des familles n'ont pas encore été travaillées. Les promesses n'ont pas été tenues. Et donc, le complexe NSU n'est pas encore fini. Il faut continuer. Il faut trouver des réponses. Il faut chercher. Il faut combattre le racisme. Il faut empêcher le racisme que le NSU a porté avec ses attentats et ses meurtres. Et il faut tout simplement le défaire. Vielen Dank, Caro, für diesen tollen Talk. Wir haben ganz kurz noch Zeit für ein, zwei... Merci beaucoup, nous avons encore le temps pour quelques questions. Et je vais commencer par une question qui vient d'Internet. À cause du manque d'enquête qui soit allée dans la bonne direction, est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce que les policiers ont peur parce qu'ils se sont vraiment plantés? Et donc, les employés des différentes administrations n'ont pas vraiment à avoir peur de conséquences. Ce sont simplement il y a des gens qui ont été nommés, donc, mais on n'a pas vu de conséquences pour eux. Surtout pas au niveau pénal. Il n'y a absolument aucune... il ne va pas y avoir de procès contre les fonctionnaires de police et les fonctionnaires. C'est dommage, mais il ne va pas y avoir de conséquences. Et sinon, une autre question. Du public, microphone numéro 2. Bonjour. Il y a quelques mois,
il y a eu un attentat contre une voie de chemin de fer en Bavière. Il y a eu une revendication apparemment qui est écrite en arabe. Est-ce que vous pensez qu'il peut s'agir là également d'un acte de terrorisme venant d'extrême droite? Est-ce qu'on a vu des attentats qu'on appelle en anglais false flag, à savoir des attentats masqués sous un autre motif pour provoquer plus de racisme? Effectivement, réponse de l'oratrice, c'est une technique utilisée par l'extrême droite de faire un attentat et de faire comme si cet attentat venait de l'opposition de gauche ou du côté islamiste, ou alors que c'est à cause d'un agent provocateur. Cela provoque plus de racisme au sein de la société ou d'opposition face à l'extrême gauche. Et cela rappelle également l'attentat de Bologne en Italie qui a été commis dans une gare. C'est un attentat qu'on a attribué à l'extrême gauche et qui a effectivement fait en sorte que la droite a obtenu plus de voix lors des élections suivantes. Et en réalité, c'était une attaque faite par un agent provocateur. On peut se poser la question si cet attentat était effectivement provoqué par des terroristes d'extrême droite. Et justement, à propos de cet attentat contre le chemin de fer, il y a eu un autre attentat similaire à Berlin sur les chemins de fer. C'était exactement le même mobile. Un fil était tiré au travers des voies. Et il y a aussi eu une écriture, une revendication écrite en arabe. Il faut garder cela à l'esprit, le fait qu'il puisse y avoir des agents provocateurs. Et c'est là que mon association est active. Elle essaye de répondre à des questions qu'on peut se poser quand il y a ces attentats d'extrême droite. Merci beaucoup. Encore un tonnerre d'applaudissements pour notre oratrice.